Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième session de webinaire sur le nettoyage des grains stockés. Donc, nous allons discuter de la diminution de la teneur en contaminants des lots stockés grâce au nettoyage des grains. Concernant vos interlocuteurs ce matin, vous entendrez d'abord Amélie Tanguy, qui est ingénieure au pôle stockage et conservation des grains à Arvalis, aussi basé à Bonneville. Vous entendrez ensuite Jean-Yves Moreau, qui est lui aussi ingénieur dans ce même pôle, mais aussi formateur sur diverses thématiques du stockage des grains. Vous aurez également une intervention de Catel Crépon, qui est responsable de ce pôle stockage et qui est aussi basé à Boigneville. Et enfin, Christelle Taillarda, qui est secrétaire générale du Synacomex et qui est basée à Paris. Concernant le programme de la matinée, nous parlerons du nettoyage comme moyen de décontamination des grains aux mycotoxines. Nous verrons en quoi le nettoyage est efficace pour éliminer les sclérotes d'ergot dans les grains. Nous verrons ensuite, et nous tenterons de répondre à la question, peut-on éliminer les graines et alcaloïdes de Datura à l'aide d'un nettoyeur séparateur? Et enfin, nous discuterons des exigences et contraintes phytosanitaires des importateurs de céréales françaises. Bonjour à tous. Donc, ce matin, on va commencer notre webinaire par parler des mycotoxines et on va voir si le nettoyage est une bonne solution, un bon levier pour réduire la contamination en mycotoxines. Dans les champs, on trouve des champignons qui sont des pathogènes de plantes et qui peuvent produire des toxines. Ce sont notamment les espèces des genres Fusarium, Aspergillus, Penicillium ou encore Alternaria. Vous pouvez voir quelques images sur la droite de la diapo. Ces champignons vont infecter les plantes et, ce faisant, ils produisent des toxines qui jouent un rôle dans l'invasion en fait, des plantes. Donc ces toxines sont généralement produites au champ, mais parfois au stockage, lorsque les conditions sont chaudes et humides, il peut aussi y avoir une production de toxines. Dans l'Union européenne, plusieurs mycotoxines sont réglementées en raison de leurs effets négatifs pour les humains et pour les animaux d'élevage. L'Union européenne stipule également que la seule méthode de décontamination autorisée est la séparation physique des grains sains et des grains ou des particules contaminées. Cela inclut donc les opérations de nettoyage, tri, brossage et épointage. Les organismes stockeurs, les machines correspondantes sont le nettoyeur séparateur, le trieur optique ou encore la table densimétrique. On va essayer de voir l'efficacité de ces différentes méthodes sur plusieurs mycotoxines. En blé tendre, blé dur et orge, c'est principalement le déoxynivalénol qui pose problème, qu'on abrège en DON. Et pour le maïs, on retrouve le DON et on a aussi plusieurs autres mycotoxines qui posent problème, comme la zéaralénone et les fumonisines. Dans d'autres pays du monde, on a aussi les aflatoxines qui sont produites par les champignons du genre Aspergillus. Au début des années 2000, Arvalis a réalisé plusieurs essais sur les mycotoxines, à la fois à l'échelle semi-industrielle et en organismes stockeurs, donc sur des sites de stockage, pour mesurer l'efficacité du nettoyage sur une quinzaine de mycotoxines, dont la principale était le DON. Pour compléter ces résultats, nous avons réalisé une recherche bibliographique afin d'avoir éventuellement d'autres espèces, d'autres machines et d'autres molécules. Donc je vais commencer par faire un retour sur ces travaux de bibliographie, des travaux qui s'intéressent à la séparation mécanique des grains sains et contaminés. Ensuite, on verra spécifiquement le cas du blé tendre contaminé en DON, puis le cas du maïs qui peut être contaminé avec plusieurs toxines différentes. Et enfin, on essaiera de récapituler tout ce qu'on a vu pour déterminer les techniques les mieux adaptées aux différents cas de figure. La recherche bibliographique s'est faite sur Google Scholar, qui est un moteur de recherche qui recense beaucoup de publications scientifiques, et aussi dans les archives d'Arvalis. On a retenu en tout 36 articles, 36 publications scientifiques et 7 comptes rendus Arvalis, et c'est une étude qui est bien sûr non exhaustive. Il a fallu écarter plusieurs articles, par exemple ceux qui présentent seulement les teneurs en mycotoxines après nettoyage. En général, dans ces conditions-là, le but des auteurs est de montrer que les échantillons sont toujours conformes aux normes après avoir nettoyé, mais ils ne donnent pas d'informations sur les teneurs avant nettoyage et c'est la relation entre les deux qui nous intéresse. On a écarté aussi les techniques d'abrasion, donc tout ce qui est polissage et brossage notamment.
C'est des techniques qui sont beaucoup utilisées pour l'orge, donc de fait, on n'a pas d'article qui s'intéresse au nettoyage de l'orge. Et comme on est dans le cadre des organismes stockeurs, on a aussi écarté les techniques utilisant de l'eau, qui peuvent être utilisées plus en aval de la filière dans des industries, par exemple dans l'amidonnerie ou la malterie. Sur ce tableau, vous avez le nombre d'articles et de travaux Arvalis en fonction de chaque machine différente et pour chaque espèce. Pour le blé tendre, on a beaucoup de travaux sur le nettoyeur séparateur et on a aussi quelques données sur le tri par densité et le trieur optique et sur des machines combinées. Pour le blé dur, on a trouvé un seul article qui porte sur le nettoyeur séparateur. Et pour le maïs, on a plusieurs choses différentes et notamment des machines qui sont combinées entre elles. Donc assez souvent, on trouve la combinaison nettoyeur séparateur, table densimétrique et trieur optique. Et on a aussi beaucoup d'articles sur le tamisage, c'est-à-dire je les séparerai du nettoyeur séparateur puisque c'est des cas où on n'utilise pas d'aspiration. Concernant l'avoine, on a un article sur le nettoyeur séparateur et un autre sur le tamisage. Et pour ce qui est des travaux Arvalis, on a principalement travaillé avec un nettoyeur séparateur, puisque c'est un matériel dont nous sommes équipés sur notre site de Boigneville. Et il y a aussi une étude qui a été réalisée en partenariat avec une station de semences en 2006, et où une table densimétrique avait été utilisée. Et il y avait donc une combinaison aussi nettoyeur séparateur et table densimétrique. Dans ces articles et dans ces comptes rendus Arvalis, ce sont en tout 30 molécules différentes qui étaient recherchées, dont les principales sont les mycotoxines réglementées comme le DON, l'ochratoxine A, la zéaralénone et les fumonisines et aflatoxines. La catégorie autres molécules sur ce graphique représente principalement des trichothécènes qui sont des molécules de la même famille que le DON, parmi lesquelles on compte notamment les toxines T2, HT2 ou encore les formes acétylées du DON. Le maïs est susceptible d'être contaminé par plusieurs substances différentes. Au sein d'Arvalis, on a travaillé à la fois sur le DON, la zéaralénone, les fumonisines et donc d'autres trichothécènes. Alors que si on regarde les publications scientifiques, ce sont les aflatoxines qui concentrent la majorité des travaux, puisque dans d'autres pays que la France, c'est des molécules qui sont très problématiques. En blé, les travaux se concentrent principalement sur le DON. On va maintenant voir le cas du blé tendre contaminé en DON. On a des travaux qui peuvent être faits à l'échelle du laboratoire ou semi-industriel sur des échantillons qui pèsent de 300 grammes à 1 tonne et des travaux qui sont faits à l'échelle industrielle sur des lots de plus d'1 tonne. L'intérêt du travail à l'échelle du laboratoire ou semi-industriel, c'est qu'on peut multiplier les tests, les répétitions des tests et aussi tester plusieurs réglages différents. Sur le nettoyage, donc avec un nettoyeur séparateur, on a 12 études différentes à l'échelle du laboratoire, dont 2 qui proviennent d'Arvalis, avec des niveaux de contamination entre 139 et 10 000 microgrammes par kilo. Pour le nettoyage, on observe un taux d'abattement de moins 25%, c'est-à-dire que la quantité de DON après nettoyage est inférieure de 25% à celle qu'on avait avant nettoyage. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a de bien meilleurs résultats pour les tables densimétriques et trieurs optiques. Pour les tables densimétriques, on a un taux d'abattement qui est autour de moins 80% et pour les trieurs optiques qui est autour de moins 70%. À l'échelle industrielle, on retrouve des résultats comparables pour le nettoyage, avec beaucoup moins d'études certes, et les teneurs en DON varient de 600 à 4000 microgrammes par kilo avant nettoyage. Pour le nettoyage, on a un taux d'abattement médian qui est de moins 35%, donc c'est légèrement plus que ce qu'on avait observé en laboratoire. Et pour la combinaison nettoyage plus table densimétrique, on retrouve des taux d'abattement qui sont comparables à ce qu'on observait en labo avec les tables densimétriques. Donc dans ce cas de figure, c'est toujours la table densimétrique qui paraît le plus efficace, sachant que pour le trieur optique, on n'a pas de données à l'échelle industrielle. Ici, on peut voir qu'on a beaucoup de données sur le nettoyage à l'échelle du laboratoire, avec plusieurs études différentes. Donc, on a essayé de voir par la suite s'il y avait des différences entre ces études et pour creuser un petit peu un effet potentiel du matériel ou des réglages utilisés. Effectivement, on a bien des différences entre études.
Alors les causes possibles, ça peut être, comme je vous le disais, le matériel utilisé et les réglages, et ça peut être aussi le grain utilisé, puisque pour un même matériel, si on a des grains qui ont des tailles différentes, par exemple, ou des poids différents, les résultats vont être différents. Les meilleurs résultats qui sont observés sont ceux de l'équipe de Zeitz en 1986, où les taux d'abattement du Don sont en moyenne de 40%. Et dans cette étude, c'est le fait de nettoyer 2 fois qui avait le plus d'intérêt, sachant que la différence n'était pas vraiment significative avec le fait de nettoyer une seule fois. Il y a une autre étude dont les résultats sont comparables, c'est celle de Lesnick en 2014, où le taux d'abattement moyen est de -38%. Et dans cette étude, l'efficacité tient au tamis qui est utilisé, qui a des trous de 2,4 mm au lieu de 2 mm dans l'étude de Zeitz. Une autre cause possible qui pourrait expliquer la différence entre les études, ce serait les teneurs en Don avant nettoyage. Ce qu'on avait vu pour les impuretés, et que je vous ai présenté lors du dernier webinaire, c'est que, plus les teneurs en impuretés augmentaient et plus le nettoyage était efficace. Donc on s'est demandé s'il n'y avait pas le même effet sur les mycotoxines et en particulier sur le Don dans le blé. On a donc tracé le graphique suivant qui présente les taux d'abattement en fonction de la teneur en Don avant nettoyage. Et on peut voir qu'on n'a aucune relation entre ces 2 variables. On a un nuage de points qui sont vraiment très, très dispersés. Et on n'a pas non plus, a priori, d'effet de l'étude, de la publication de laquelle ces données viennent. On a même pu calculer le coefficient de corrélation qui est de 0,06, ce qui corrobore donc ce qu'on observe sur le graphique. Pour réfléchir à des pistes d'amélioration des opérations de tri, on peut s'appuyer sur les caractéristiques des grains sains et contaminés, ceux qu'on essaye de séparer. Ici, vous avez une échelle des symptômes des grains fusariés, donc qui va de la gauche où on présente les grains sains jusqu'à la droite où on a les grains fusariés, donc qui sont typiquement roses. Et la dernière classe, c'est d'autres grains racornis, abîmés, mais qui sont a priori pas fusariés. Au sein d'Arvalis, on a mesuré qu'à partir de 3900 ppb de Don, la densité des grains est moindre et qu'on observe une hétérogénéité dans la densité. Donc la densité, ça peut être effectivement un facteur de tri. Et ce qu'on a vu, c'est que les tables densimétriques étaient effectivement très efficaces pour réduire les teneurs en Don dans le blé. Mais on peut aussi s'appuyer sur les différences de couleur par rapport aux grains sains. Donc comme vous le voyez sur la photo, il y a des grains fusariés qui peuvent être alors soit légèrement racornis et un peu plus pâles que les grains sains, soit carrément blancs ou roses. Donc il y a une étude qui a montré qu'effectivement il y avait une bonne corrélation entre le pourcentage de grains fusariés, donc les grains qui présentent des symptômes de fusariose, et la teneur en Don dans un échantillon, et que notamment au-delà de 4% de grains fusariés, on va dépasser le seuil européen. Ces observations ont été nuancées en 2014 par une autre étude qui s'intéressait à l'effet des variétés sur l'efficacité du nettoyage. Et les chercheurs avaient montré qu'en fonction des variétés et de leur mode de défense face au fusarium, il pouvait y avoir des grains riches en Don, mais qui ne présentaient pas de symptômes particuliers. Et donc ça pourrait expliquer peut-être pourquoi le tri optique est légèrement moins efficace que les tables densimétriques, par exemple. On a terminé la partie consacrée au blé, donc maintenant on va parler du maïs. Et on va commencer par les travaux qui ont été faits en laboratoire. Là, on a 7 études différentes qui portent sur des échantillons de 1 à 30 kg généralement, sauf l'essai de Yoder où les échantillons pesaient 150 kg. Les taux d'abattement médians sont de -17% pour le Don, -8% pour la zéaralénone, -10% pour les aflatoxines et -46% pour les fumonisines. Donc là, c'est des taux d'abattement médians qui incluent à la fois les opérations de nettoyage et de tamisage, qui sont les seules qui ont été testées à cette échelle. Pour le Don et surtout pour la zéaralénone, on a une efficacité qui est très variable, puisque notamment pour la zéaralénone, on a un essai où on a plutôt des taux d'abattement positifs, même s'il y a peu de données dans cet essai, qui a été fait avec des lots
qui étaient déjà conformes pour la zearalenone et qui en contenaient peu, donc ça peut expliquer l'effet qui est observé, qui est probablement dû à l'échantillonnage. Pour les aflatoxines et fumonisines, on a une variabilité importante et notamment on peut observer des différences entre études. Si on prend le cas des aflatoxines, on a l'étude de Piedade en 2002, pardon, où les taux d'abattement sont très proches de zéro, c'est-à-dire que le nettoyage, ou plutôt c'était du tamisage dans cette étude, a été très peu efficace. Alors que dans les autres études qui portent plutôt sur le nettoyage, donc avec un nettoyeur séparateur qui combine tamisage et aspiration, on a des taux d'abattement plus intéressants. Et dans l'étude que j'ai réalisée en 2021, on a notamment observé que les aflatoxines se retrouvaient principalement dans les déchets aspirés, ce qui laisse penser que l'aspiration va jouer un rôle important dans la décontamination des aflatoxines. À l'échelle industrielle, maintenant, on a 10 études différentes. Les taux d'abattement médians sont de -33% pour le DON, -24% pour la zearalenone, -12% pour les aflatoxines et -34% pour les fumonisines. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un essai qui se démarque des autres pour le DON et la zearalenone. C'est l'essai qui a été réalisé par Pascalet en 2022. Et dans cet essai, il combinait notamment plusieurs machines de tri différentes, donc nettoyeur séparateur, table symétrique et trieur optique. En revanche, cet essai n'a pas été plus efficace que les autres pour les fumonisines. Pour la zearalenone, les études qui portent sur le nettoyage ont des effets assez différents, puisque dans une étude, l'effet du nettoyage était seulement de -14%, alors que dans une autre étude, il était de -63%. Et a priori, il y a d'autres résultats qui laissent penser que c'est le tri optique qui serait le plus efficace contre cette substance. Pour les aflatoxines, l'effet médian du nettoyage est de -3%. Et contrairement à ce qui a été observé en laboratoire, il y a une étude par tamisage qui a eu de bons résultats. C'est celle de Passine en 2012, où le taux d'abattement était de -40%. Et là, les tamis utilisés étaient très ouverts puisqu'ils ont utilisé des tamis de 7 mm. Avec un taux de freinte correspondant qui était élevé aussi puisqu'ils ont eu 8% de freinte. Et en fumonisine, on constate assez peu de différence entre les différentes études. En tout cas, il n'y en a aucune qui se démarque franchement. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait une efficacité comparable pour le nettoyage et le tri optique, avec des taux d'abattement de -26%. Tout comme pour le blé, on peut réfléchir aux caractéristiques des grains de maïs contaminés pour essayer d'améliorer les opérations de tri. Pour les fumonisines, on peut penser que la table densimétrique est plus intéressante que le trieur optique, puisqu'il y a une relation entre le niveau de contamination en fumonisine et le PS. Et notamment, il y a une équipe en 2018 qui a montré que les échantillons très contaminés avaient un PS inférieur à 59 kg par hectolitre. Cette même équipe a travaillé à construire une échelle des symptômes des grains contaminés en fumonisine. Donc sachant que c'est des grains qui sont infectés, enfin, le champignon qui produit les fumonisines, c'est principalement Fusarium verticillioides. Et ce que ces chercheurs ont remarqué, c'est que certains grains qui avaient peu de symptômes, donc les grains de la catégorie blush, qui ont juste une légère coloration rose, pouvaient contenir autant de fumonisine que les grains très moisis à l'autre bout de l'échelle. Donc ça pourrait peut-être expliquer pourquoi le tri optique, du moins dans les études qui ont déjà été faites, a été relativement peu efficace. Pour les aflatoxines, il y a une information importante à connaître, c'est que les champignons Aspergillus ont tendance à infecter les épis de maïs en commençant par la pointe de l'épi, ce qui va donc avoir un impact sur les caractéristiques des grains contaminés. Ils sont généralement plus légers et ça fait partie des plus petits grains que de chaque échantillon en fait. Et notamment en 2014, c'est l'équipe de Chi qui a montré que c'est le diamètre majeur et la sphéricité des grains qui diffèrent. Ils ont aussi observé une différence de densité, donc ça c'est des paramètres qui pourraient être réutilisés pour calibrer des trieurs optiques par exemple. Donc là on a terminé la partie maïs et on va maintenant récapituler tout ce qu'on a vu.
En laboratoire, on a mesuré un taux d'abattement médian du nettoyage de moins 25% sur la base de 9 études différentes. Et ce qu'on a observé aussi, c'est qu'il n'y avait pas de relation entre la teneur initiale en donne et le taux d'abattement. L'appareil le plus efficace, c'était la table densimétrique, suivi de près par le trieur optique avec un taux d'abattement de moins 70%. Pour le maïs, l'efficacité du nettoyage sur le donne est beaucoup plus limitée, puisqu'on a moins 17%. Les tables densimétriques ont un intérêt après nettoyage, puisqu'elles permettent d'améliorer ce taux d'abattement et d'aller jusqu'à moins 28%. Et à cette échelle, on n'a pas de données sur le tri optique. Pour la zéaralénone, le nettoyage a été peu efficace, mais c'est aussi une molécule qui a été assez peu étudiée. Le tri densimétrique apparaissait à cette échelle inefficace, mais en tout cas, il y a une seule étude avec un lot déjà conforme qui a été réalisé, donc peut-être que c'est aussi un manque de données. Pour les aflatoxines, le nettoyage était plutôt efficace avec des taux d'abattement médians de moins 41%. Et en fait, à cette échelle, c'est seulement le nettoyage ou le tamisage ou l'aspiration sans tamis qui avait été étudié. Donc, le fait de combiner l'aspiration et le tamisage était plus intéressant que de faire seulement soit de l'aspiration, soit du tamisage. Mais à cette échelle, on n'a pas de données sur le tri par densité ni sur le tri optique. Pour les fumonisines, le taux d'abattement médian est de moins 16%. Il peut baisser jusqu'à moins 97% lorsqu'on combine l'aspiration et le tri manuel, sachant que le tri manuel était dans cette étude utilisé pour étudier l'intérêt éventuel d'utiliser un tri optique. La table densimétrique est aussi une solution efficace puisqu'elle peut faire baisser les teneurs en fumonisine de moins 87%, du moins à l'échelle du laboratoire. Si on passe à l'échelle industrielle, en blé, le taux d'abattement médian du nettoyage a été amélioré puisqu'il est passé à moins 35%, sachant qu'on a moins de données que précédemment en laboratoire. Et l'effet de la table densimétrique est similaire à ce qui était observé précédemment en laboratoire, il est de moins 82%. En maïs, le nettoyage est plutôt inefficace avec un taux d'abattement médian de moins 1%, et c'est plutôt le tri optique qui permet de retirer le donne. Pour la zéaralénone, le taux d'abattement médian du nettoyage est de moins 17%, et là encore, c'est le tri optique qui semble plus efficace que le nettoyage. Pour les aflatoxines, on a encore une inefficacité du nettoyage, et les travaux qui ont été les plus efficaces sur ces molécules combinent plusieurs appareils différents, mais en contrepartie, il y a un taux de freinte élevé. Une étude intéressante a conduit à un taux d'abattement de moins 40% en utilisant un tamis de 7 mm. Néanmoins, il n'y a pas de répétition dans cette étude, donc peut-être qu'il faudrait refaire des tests sur ce genre de tamis. En fumonisine, on a un taux d'abattement médian de moins 26% et on a observé que le nettoyage et le trieur optique avaient des effets comparables. Et que par contre, c'était plutôt la table densimétrique qui était efficace sur ce type de contaminant. Pour conclure, on a vu que le nettoyage peut être un levier intéressant pour réduire les teneurs en mycotoxines dans le blé et le maïs. Selon le niveau de contamination des lots, ça peut ne pas être suffisant pour ramener les lots contaminés en dessous des seuils réglementaires. Et selon les cas de figure, le tri par densité, avec une table ou éventuellement une colonne, ou le tri optique, peuvent être plus efficaces que le nettoyage. Dans tous les cas, il faut trouver un compromis entre l'efficacité du nettoyage et la perte de matière. Par exemple, dans le cas dont je vous ai parlé du maïs contaminé en aflatoxine, où on utilise toute une chaîne de machines, mais à la fin, on a un taux de freinte très élevé, donc beaucoup de perte de matière. Alors, on peut réfléchir aux besoins, essayer d'estimer un besoin en nettoyage en connaissant le niveau de contamination du grain. Et ça peut aider à choisir une méthode. Par exemple, pour le blé, on sait que 95% des lots contiennent moins de 1610 microgrammes par kilo. C'est les données de l'EFSA en 2013. En partant de 1610 microgrammes par kilo, si on souhaite atteindre le seuil réglementaire, qui est à 1250, il faut un taux d'abattement de 22%. On a vu qu'à l'échelle industrielle, le taux d'abattement médian du nettoyage est de moins 35%.
Donc, on peut considérer que le nettoyage, grosso modo, est suffisant pour la majorité des lots. Avant de terminer cette présentation, je voudrais vous faire 2 remarques différentes. La première, c'est que, les issues de nettoyage ou de triage vont présenter des concentrations élevées en mycotoxines, puisque en effet, quand on nettoie ou qu'on trie, les mycotoxines ne disparaissent pas, elles se retrouvent dans les fractions de déchets et que donc il vaut mieux éviter de les valoriser en alimentation animale. La deuxième remarque, c'est que les poussières qui sont émises lors du nettoyage peuvent aussi contenir des mycotoxines et notamment les fumonisines et aflatoxines qui sont cancérigènes. Donc, lorsqu'on nettoie, il est préférable de mettre en marche l'aspiration, du site pour, limiter les poussières en suspension et aussi de porter des masques, pour les gens qui passent à proximité. Ma présentation va concerner en fait l'ergot et les stratégies de nettoyage pour pouvoir séparer l'ergot des grains. L'ergot, c'est quoi? Les sclérotes d'ergot en fait constituent la forme de conservation du champignon, Claviceps purpurea. Ces sclérotes sont présents dans la plupart des graminées et présentent un fort potentiel toxique induit par les alcaloïdes qu'ils vont contenir. On va distinguer 2 types de toxicité. Une toxicité de type chronique qui génère des formes gangréneuses aux extrémités du corps et une toxicité aiguë qui va plutôt provoquer des formes convulsives de type convulsion mentale, spasme, titubation et autres. Face à cette toxicité, il y a une réglementation qui conditionne la mise sur le marché des lots contaminés et cette réglementation va être pour une partie en alimentation humaine avec un règlement de 2023 qui remplace celui de 2006 et en alimentation animale on est sur une directive européenne de 2002, la 2002/32 et enfin pour les semences certifiées et les semences de base il y a une directive européenne, la 66/402. Alors quel est en fait le risque ou quelles sont les occurrences de l'apparition de l'ergot en France? Alors, ce graphique reprend en fait les enquêtes au champ Arvalis de 2012 à 2023 sur 4493 parcelles. Et on va regarder les dépassements de seuil réglementaires pour l'alimentation humaine qui sont ici en rouge à 0,2 g par kilo. Pour le blé dur, ça représente 4% d'occurrence. Pour le blé tendre, on est autour de 1%. L'orge d'hiver, on se situe à 2%. L'orge de printemps, 1%. Le triticale est un peu plus sujet à ce genre de problème avec 6%. Et le plus touché, c'est le seigle, où 37% des lots risquent d'être au-delà de ce seuil de 0,2 g par kilo qui va s'appliquer dans les mois à venir pour le seigle. Alors, pour modérer un petit peu ces chiffres, hein, il s'agit de moyennes pluriannuelles qui vont lisser des variabilités annuelles et des variabilités régionales. Donc, ça écrase un petit peu les phénomènes qu'on peut voir, soit de façon locale, soit de façon liée à des phénomènes pédoclimatiques. Alors, les seuils autorisés, un rappel sur la réglementation. La réglementation a été modifié au 1er janvier 2022. On était à 0,5 g par kilo pour les céréales brutes, à l'exception du riz et du maïs. On est passé à 0,2 g par kilo. Pour le seigle, on est encore à 0,5 g par kilo jusqu'au mois de juin 2024, donc cette année. Après, on va basculer à 0,2 g par kilo. Et la nouveauté de la réglementation applicable au 1er janvier 2022, c'est que les produits de mouture qui n'étaient pas soumis à réglementation le sont désormais, avec des seuils qui sont variables, que je vous laisse découvrir dans le tableau, et qui vont se durcir à partir du mois de juillet 2024. Quand on parle de ces seuils en microgrammes par kilo, hein, c'est la somme des 12 alcaloïdes de l'ergot, l'ergocristine, l'ergocristinine, ergotamine, l'ergotaninine, ergocryptine, etc., celles qui sont en dessous. Pour l'alimentation animale, le seuil est toujours de 1 g par kilo. Et pour les lots de semences, ce qui est toléré, c'est 3 sclérotes ou fragments de sclérotes pour les semences certifiées et 1 sclérote ou fragment de sclérote pour 500 g de semences de base.
D'un point de vue principe de nettoyage, quand on regarde en quoi un sclérote diffère d'un grain, en fait, il y a 3 critères qui vont jouer. Donc, on a les critères de taille qui ne sont pas systématiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver des sclérotes qui peuvent être plus gros ou plus petits que les grains, mais il y en a aussi qui ont la même taille ou la même morphologie que les grains. Donc, par la taille, on va pouvoir jouer sur l'action du nettoyeur séparateur au niveau des grilles et de l'aspiration. On a une différence de densité qui est quasiment systématique, et là, on va pouvoir jouer sur la partie aspiration et table densimétrique. Et on a toujours une différence de couleur entre le grain et le sclérote qui est beaucoup plus foncé en général, ce qui laisse un champ d'action par trieur optique. On va reprendre ces trois stratégies à travers 3 exemples et 3 essais qui ont été menés. Le premier, c'est l'usage d'un nettoyeur séparateur rotatif pour réduire la teneur en ergot dans du blé tendre. Donc là, on est parti sur un nettoyeur séparateur rotatif de type Marot, avec une aspiration qui est préréglée de manière à sortir du grain dans les déchets légers et mi-lourds, avec un objectif de freinte maximale qui était de 5%. C'est un objectif qu'on s'est fixé quand on a fait cet essai-là. Les lots de blé sont des lots qui sont contaminés artificiellement avec des sclérotes issues d'un nettoyage de déchets de semences par un trieur optique récupéré à certaines unions. On avait donc des lots qui étaient contaminés à hauteur de 1 g par kilo pour la modalité 1 et 2 g par kilo pour la modalité 2. La masse de chacun des lots est de 3 tonnes et on a 3 répétitions par essai. L'échantillonnage du grain avant et après nettoyage est réalisé selon les préconisations du règlement UE 420-2006, donc la méthode officielle d'échantillonnage pour les mycotoxines. Et la teneur en sclérote a été déterminée sur tous les échantillons prélevés au laboratoire d'Arvalis par séparation manuelle et par pesée des sclérotes présents dans les échantillons. Donc, si on regarde ça de façon un peu plus graphique, on est sur le Marot avec des grilles qui sont montées à trou rond en 3,5 en tête. Ensuite, on est passé sur du 2,5 par 20, donc des grilles de criblage encore, mais cette fois-ci avec des formes allongées. Et pour finir, une grille de criblage, une grille d'émotage, en diamètre 6 mm. On est sur des perforations qui sont assez proches des caractéristiques de la graine. Donc, on a notre débit de travail qui est réduit à 4 teneurs par rapport au débit nominal. Donc, on est à 25% du débit initial. Et la vitesse d'air dans la colonne d'aspiration est de 5,5 mètres par seconde. Au niveau répartition des déchets, on est parti sur, ça c'est un exemple, donc sur la modalité 1 où la teneur mesurée dans l'échantillon avant était de 0,94 g par kilo pour 1 g de contamination initiale. Au niveau des déchets mi-lourds, on va retrouver des concentrations à hauteur de 21,6 g par kilo, donc une concentration qui est importante dans des déchets d'aspiration. Sur la sortie de criblage en trou rond, on a une teneur de 3,8 g par kilo, qui est plus importante que la teneur initiale, mais qui n'est pas forcément très élevée. Sachant que quand on est sur la grille de criblage numéro 2 en trou long, là on se retrouve avec des concentrations à 9,9 g par kilo. Donc on ressort plus sur la grille de criblage trou long que sur les trous ronds. Les grains propres ressortent à une teneur moyenne de 0,52 g par kilo, donc par rapport à 0,94 initial. Sur les gros déchets, on est à 11,90 g par kilo. Et sur les déchets d'aspiration légers, donc ceux qu'on récupère au niveau du filtre, on retrouve une teneur à 8,8 g par kilo. Pour cette modalité donc contaminée à 1 g par kilo, en moyenne, les freintes étaient à 3,8%. Donc ce sont des résultats qui sont intéressants, mais insuffisants. Alors, globalement, on va réduire la teneur en sclérote de 41 à 45%. Donc, quand on regarde au niveau modalité 1 à 1 g par kilo, on passe de 0,94 à 0,52. Pour la modalité 2 g, on passe de 1,90 g par kilo mesuré dans l'échantillon à 1,11.
Ce qui est intéressant à regarder, c'est que s'il faut faire un choix stratégique au niveau du choix de la grille pour sortir les sclérotes dans un lot de blé, il vaut mieux privilégier des trous oblongs, donc là c'est du 2,5 par 20, parce que bien qu'il soit positionné derrière le tamis en trou rond, on sort plus de sclérotes sur cette grille à trou long que sur la grille à trou rond au niveau du criblage. Il ne faut pas du tout non plus négliger l'importance de l'aspiration, parce que sur l'aspiration, on se retrouve avec des concentrations qui sont importantes. Et l'intérêt de travailler avec l'aspiration, c'est que les déchets générés par l'aspiration sont légers, donc ça va impacter relativement faiblement les freintes. Et les freintes, hein, donc l'objectif était de faire moins de 5% de freintes sur cet essai-là. La modalité à 1 g par kilo, on était à 3,84%. Et la modalité à 2 g par kilo, on était à 4,88% de freins. Donc, un intérêt du nettoyeur séparateur pour réduire la contamination initiale, mais avec des limites qui sont de l'ordre de 40% en termes de réduction. Un deuxième essai qui a été mis en place, alors pas par Arvalis, mais ça a été publié par Kamal en 2004. Où là, on n'est plus sur du blé, mais on est sur de l'orge, on est sur des lots d'orge. Le dispositif expérimental, hein, donc on part de lots d'orge qui font 1,1 m3 qu'on va diviser en 3. Donc on va avoir 3 répétitions pour chaque lot d'orge. Chacune des répétitions passe sur un nettoyeur séparateur, où là, on va sortir les écarts de nettoyage. Le grain propre sorti du nettoyeur séparateur est passé sur une table densimétrique. Et là, on va avoir une fraction propre, donc la fraction lourde, table densimétrique, et une fraction légère sur la table densimétrique. Les lots retenus au niveau caractéristique, hein, au niveau de teneur en ergot, le premier lot était à 0,52, le deuxième était à 0,16%, le troisième à 0,10%, le quatrième à 0,12. Au niveau du nettoyeur séparateur, c'est un modèle Crippen, c'est un modèle américain, avec 2 grilles d'émotage en trou long 3,6 et 3,2 et 2 grilles de criblage en trou long 2,1 et 2 mm, avec une aspiration en entrée et en sortie. Donc là, on est un peu moins serré que sur l'essai précédent. Et derrière, sur la table densimétrique, hein, c'est une table 3 sorties, donc il y a des légers, il y a des médiums et des lourds. Les médiums vont être recyclés sur la table jusqu'à l'optimum de séparation. Les fractions lourdes et légères sont collectées après 4 minutes de fonctionnement pour déterminer le volume de déchets. Quels sont les résultats qu'on met en avant avec cet essai? Alors, ce qu'on voit, donc sur le lot 1, le lot 2, le 3, le lot 4, donc on a la contamination initiale avant nettoyage, les sorties du nettoyeur séparateur, donc le blé propre, ici, sortie nettoyeur séparateur, la fraction lourde, c'est la fraction propre de la table densimétrique, et la fraction légère, c'est-à-dire les déchets de la table densimétrique. On observe que le passage au nettoyeur séparateur a permis de ramener des lots, alors les lots 2, 3 et 4 ici, à des seuils inférieurs à 0,1%, donc compatibles avec l'alimentation animale. Hein. Mais par contre, ils ne sont pas compatibles avec un usage en alimentation humaine. Par contre, le passage à la table densimétrique permet de ramener les lots à des valeurs comprises entre 0,1 et 0,2%, donc proche d'une compatibilité avec l'alimentation humaine. Et les écarts de la table densimétrique, eux, sont fortement contaminés. Donc, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a des différences significatives entre le lot avant nettoyage, les fractions lourdes et les fractions légères à chaque fois pour le passage après la table densimétrique. Pour la sortie nettoyeur séparateur, on a des différences significatives pour les lots 1 et 2. Par contre, pour les lots 3 et 4, on n'a pas de différence significative avant et après passage au nettoyeur séparateur. Parce que la différence significative, elle est notée par les lettres qui sont à côté. Si la lettre est la même, on ne peut pas affirmer que les lots sont différents. D'un point de vue déchets, qu'est-ce qu'on ressort comme déchets? Alors, sur le nettoyeur séparateur, on est sur des taux de déchets sortis nettoyeur séparateur de l'ordre de 5%, 5,5% en moyenne.
Sur la table densimétrique, les déchets ressortis, donc les fractions légères, en moyenne sont à 8,3 avec une variabilité entre 2,36 et 14,39. Et au total, on a une moyenne à 13,8 pour l'ensemble du processus avec une variabilité entre 7,84 et 20% de déchets. Donc des résultats qui sont intéressants, mais qui génèrent quand même pas mal de déchets. Pour information, on avait fait un essai sur blé tendre sur Arvalis du même type, contaminé à hauteur de 0,38% d'ergot, qui montrent des résultats assez similaires, une efficacité limitée au nettoyeur séparateur, avec une réduction compatible avec les seuils en alimentation humaine après passage sur une table densimétrique, avec des taux qui étaient ramenés à 0,004%. Par contre, des taux de frein qui sont élevés et comparables à ceux du lot 1 obtenu dans l'essai de Kamal sur de l'orge. 8% au nettoyeur séparateur, 17% à la table densimétrique, soit un total de 25%. Troisième essai que je voulais vous présenter, c'était l'utilisation d'un trieur optique, qui est un outil, en fait, vous allez le voir, qui va allier la performance du tri et la sobriété des freins. Donc, c'est un essai qui a été réalisé en 2013 par Béatrice Orlando et ses collègues. Là, la démarche expérimentale elle est légèrement différente, c'est-à-dire qu'on est sur deux lots de 545 kg d'un même blé tendre, avec deux contaminations artificielles. Donc, on va rajouter les sclérotes à 0,5 et 1 g par kilo. Ces lots sont passés 2 fois de suite sur un trieur optique de type Sortex, donc c'est un bullaire, en station de semence à un débit de 3 teneurs avec une calibration spécifique, mais par contre sans nettoyage préalable. À chaque passage, la totalité des écarts de triage est récupérée, pesée et fait l'objet d'une recherche des sclérotes manuelles. C'est-à-dire qu'en fait, on va caractériser l'ensemble. Il n'y a pas d'effet d'échantillonnage sur cette façon de travailler. Donc, on va récupérer l'ensemble du déchet sorti du nettoyeur séparateur et on va rechercher les sclérotes qui sont présentes dedans. Voilà ce que ça donne d'un point de vue résultat. Donc, modalité 1 et 2, 0,5 g et 1 g par kilo en termes de contamination. Les masses d'ergot qui sont sorties au premier passage sont indiquées ici. Donc, on va ressortir 174 et 376 grammes de sclérotes dans les déchets du passage au trieur optique. On a les contaminations sur la ligne de dessus. Le deuxième passage, on va ressortir 50 grammes et 143 grammes. Donc, quand on fait un bilan derrière, on a aussi la masse des impuretés qui sont sorties sur le premier passage et sur le deuxième passage. Quand on regarde le bilan, quand on fait la somme des deux passages, la somme de la masse des ergots sortis au Sortex sont de 223 grammes sur 270 grammes au démarrage, ce qui fait un ratio de 83%, pour une masse totale d'impuretés de 1032 grammes. C'est-à-dire qu'on a 1 kg de déchets sur 540 kg initiaux. Ça fait un taux d'impureté, enfin, ça fait un taux de déchets de 0,19%. Pour la modalité à 2 grammes par kilo, on est sur le même type d'essai, c'est-à-dire qu'on va passer de 550 grammes à 519 grammes sur une efficacité de 94%. On va sortir 94% des sclérotes introduites pour une freinte de 0,18%. C'est ce qui est représenté sur ce graphique. Là, on est sur la quantité d'ergot dans le blé sale, donc on a 100% d'ergot dans le blé sale. Premier passage, on va réduire de 64%, et deuxième passage, on va réduire de 51% par rapport à la valeur intermédiaire. Sur cet essai, il y avait aussi, il y a eu une deuxième modalité qui avait été faite pour évaluer en fait la concentration en ergot. C'est par échantillonnage. Donc là, en fait, on a comparé pour le même essai avec les mêmes produits. On va faire un prélèvement sur le blé avant passage au trieur optique. Donc, il y a 2 points de prélèvement sur les 540 kg. Et après passage sur le trieur optique, on reprélève dans le lot, dans le blé qui est dit propre. Là, on va augmenter la pression d'échantillonnage. On va faire 10 points de prélèvement après chaque passage au trieur optique. Et là, d'ailleurs, on fait un bilan avec cette technique d'échantillonnage qui est plus proche de la réalité. Et dans cette condition, avec cette technique de mesure, on a une réduction de la concentration en ergot qui est respectivement de 96 et 97%. Alors là, en fait, on compare
ce qui s'est passé. Initialement, quand on fait la mesure des bilans des sclérotes introduites et des sclérotes récupérées dans les déchets, on est à 83 et 94%, je vous rappelle. Quand on fait par la méthode de l'échantillonnage, la réduction de la teneur en sclérote passe à 96 et 87%. Quand on fait une moyenne, on est globalement à 93% de réduction de la teneur en ergot au niveau des lots. Donc la méthode de comptage, en fait, va aussi déterminer l'efficacité. Pour finir, les points à retenir, hein, c'est qu'avec un nettoyeur rotatif spécifiquement réglé, ça permet de réduire la teneur en ergot dans une grandeur de l'ordre de 45%, avec un niveau de frein de l'ordre de 5%. Une table densimétrique couplée à un passage de nettoyeur séparateur permet de remettre aux normes commerciales des lots fortement contaminés, mais avec une contrepartie qui est un niveau de frein conséquent, 8 à 25%, que ce soit sur blé ou sur orge. Et enfin, on voit l'intérêt du trieur optique lorsqu'il est correctement paramétré, qui permet, lui, de réduire la teneur en sclérote de, en moyenne, 93% sur un lot de blé qui n'a pas été nettoyé au préalable, avec un niveau de frein très faible, inférieur à 0,2%. Je vous remercie pour votre attention. Alors, on aborde à présent la décontamination de l'eau de céréales en graines et alcaloïdes de datura à l'aide du nettoyage. Alors le datura, je pense que vous connaissez tous cette plante. C'est une plante a priori originaire d'Europe, d'Amérique centrale, mais qu'on trouve aujourd'hui partout dans le monde et en tout cas on l'observe sur tout le territoire français. C'est une plante qui est très concurrentielle des cultures d'été comme le maïs, le soja, le tournesol, et qui donc pose problème dans les parcelles. Et elle est particulièrement problématique parce que l'ensemble de la plante de datura, que ce soit la tige, les graines, les feuilles, sont toxiques en raison de la présence d'alcaloïdes, principalement atropine et scopolamine. Du fait de cette toxicité, la présence de datura est réglementée dans les récoltes, soit sous la forme de grammes de graines par kilogramme d'aliments en alimentation animale, avec un seuil de 1 gramme par kilo, soit sous la forme d'alcaloïdes, et donc là on considère la somme de l'atropine et de la scopolamine en alimentation humaine. Le seuil il diffère en fonction des matières premières, des céréales, mais pour le maïs, on retient que le seuil est de 15 microgrammes par kilogramme. Alors la recrudescence des contaminations des parcelles, elle se traduit par une présence accrue de graines de datura dans les lots de maïs récoltés. Et c'est ici bien illustré par les résultats des enquêtes collecteurs de France Agrimaire. Et on constate bien une augmentation. Je croyais que j'avais un pointeur, mais je ne l'ai plus. Voilà, on constate bien dans les lots récoltés une augmentation du nombre de lots qui présentent au moins une graine de datura à la récolte depuis 2018 ici. Alors en première intention, on s'est attelé au sujet de l'efficacité du nettoyage sur l'élimination des graines de datura. Donc on a travaillé en premier abord avec un lot de maïs, et donc on est parti d'un lot de maïs de 400 kg qui était exempt de graines de datura, et on a divisé ce lot de maïs en sous-lots de 25 kg. Chacun de ces sous-lots a été contaminé artificiellement avec des graines de datura avec 2 niveaux de contamination. Donc la moitié au niveau de 1 gramme de graines par kilo et l'autre moitié au niveau de 0,01 g de graines par kilo. Et ensuite, on a nettoyé chacun de ces sous-échantillons de 25 kg avec des débits de travail différents, donc soit le débit nominal, soit le demi-débit, et des débits d'aspiration différents au nettoyeur séparateur. Le nettoyeur séparateur qu'on a utilisé, c'était un nettoyeur séparateur plan, relativement classique, de taille plutôt laboratoire. Et on a utilisé les grilles qui étaient préconisées par le constructeur de ce nettoyeur pour le nettoyage du maïs, c'est-à-dire qu'en émautage, on avait des trous ronds de 10 mm et en criblage, des trous ronds de 4,5 mm. Vous voyez qu'on n'a pas fait varier la taille des grilles dans notre plan d'expérience, mais uniquement les débits grains et les débits d'aspiration. Donc chaque expérience a été dupliquée. Donc au total, on avait 16 expériences, une expérience consistant à nettoyer 25 kg de maïs contaminé avec des graines de datura.
On a ensuite compté les graines de datura, compté et pesé les graines de datura dans les différentes fractions de déchets. Et dans les lots nettoyés, on a compté puis pesé les graines de datura à l'aide d'un trieur optique de laboratoire qui nous a permis de séparer les graines de datura des lots de maïs. Donc les résultats qu'on obtient figurent sur cette figure. Vous avez ici les 2 doses initiales de contamination dans nos lots de maïs, et puis vous avez en ordonnée les doses finales dans les lots nettoyés. Donc ce qu'on constate, c'est que pour les 8 lots qui étaient contaminés à hauteur de 0,01 g par kilo, dans les lots nettoyés, on n'a plus retrouvé de graines de datura. Et pour les 8 lots qui, eux, étaient contaminés à hauteur de 1 g par kilo, on a éliminé totalement les graines de datura dans 5 de ces lots, et dans 3, il restait quelques graines de datura. Donc au total, le taux d'abattement moyen qu'on a pu obtenir à l'aide du nettoyeur séparateur était excellent, puisqu'on avait un taux d'abattement moyen supérieur à 99%, très proche de 100%. On n'a pas identifié de réglage qui soit plus performant qu'un autre pour éliminer les graines de datura. Donc, d'un point de vue pratique, le réglage le plus performant, ça va être celui qui va en fait générer le moins de freinte. Le même dispositif a été reconduit sur des lots de sarrasin et de sorgho. Donc, je ne reprends pas le plan d'expérience, il était quasi identique, évidemment, avec des grilles différentes, adaptées au sarrasin et au sorgho. Mais par contre, l'efficacité qu'on a pu constater était moindre, puisque en sarrasin, on a pu récupérer que 72% des graines de datura qu'on avait mis dans les lots de sarrasin, et en sorgho, on en a récupéré 85%. Donc là, on reste avec des taux de récupération importants de nos graines de datura, on a une efficacité forte du nettoyage, mais compte tenu des seuils réglementaires qui sont appliqués sur ces céréales, le nettoyage reste insuffisant pour remettre des lots aux normes réglementaires. Si on en revient au maïs, néanmoins, on a bien montré que le nettoyage était très efficace pour éliminer les graines de datura d'un lot de maïs. Et sur ces premiers résultats, on pouvait considérer que ça constituait une mesure de gestion efficace en post-récolte pour ce contaminant. Néanmoins, lors d'enquêtes réalisées sur des parcelles agricoles entre 2017 et 2019, on a pu remarquer sur un nombre significatif d'échantillons qui ne contenaient pas de graines de datura, mais qui pouvaient contenir des alcaloïdes tropaniques, et parfois à des seuils supérieurs au seuil réglementaire de 15 microgrammes par kilo, puisque c'était ici des échantillons de maïs. Donc la question qui se pose au vu de ces résultats, c'est d'où viennent ces alcaloïdes, qu'on va appeler résiduels, puisqu'il n'y a plus de graines dans les échantillons, et on trouve néanmoins des alcaloïdes. Et si on en revient à notre problématique de nettoyage, est-ce que le nettoyage permet d'éliminer les graines, mais aussi de réduire, voire d'éliminer la teneur en alcaloïdes résiduels sur des lots qui ne contiennent pas de graines, mais qui contiennent des alcaloïdes? Alors, pour explorer ce phénomène, la difficulté, c'était qu'il fallait qu'on puisse dissocier l'effet du nettoyage sur les graines et l'effet du nettoyage sur les alcaloïdes. Alors pour ça, on a été rechercher des échantillons de maïs qui étaient des reliquats des enquêtes collecteurs qui sont réalisées en partenariat entre Arvalis et France-Agrimaire. Et on a récupéré 88 échantillons de maïs de 2 kg, dont on savait qu'ils étaient contaminés par des graines de datura. Donc ces échantillons de maïs, ils sont récoltés après séchage et ils provenaient en l'occurrence de la récolte 2021. Comme on a imaginé en première intention que ces alcaloïdes résiduels pouvaient être apportés par des impuretés, puisqu'on l'a vu, toute la plante contient les alcaloïdes, y compris des débris végétaux de feuilles ou de tiges, on a réalisé sur ces 88 échantillons de 2 kg la détermination de leur niveau d'impureté en utilisant la norme classique de détermination des impuretés pour le maïs. Et on a supprimé de ces échantillons par tamisage, dont on a auparavant vérifié l'efficacité, donc c'est un tamisage réalisé en laboratoire. On a éliminé de ces 2 kg les graines de datura qui étaient présentes dans l'échantillon. On a ensuite reconstitué l'échantillon de 2 kg en y remettant les impuretés, mais en laissant de côté les graines de datura. Donc on se retrouve avec 88 échantillons de 2 kg qui contiennent des impuretés, mais qui ne contiennent plus de graines de datura. Ces 88 échantillons de 2 kg ont été divisés, et donc on avait 88 paires de 1 kg de maïs.
Dans chaque paire, 1 kg a été envoyé immédiatement à Germ Service pour la mesure de la teneur en alcaloïdes tropaniques de chacun de ces 88 échantillons. Et le restant de chaque paire a d'abord été nettoyé au laboratoire d'Arvalis avec un nettoyeur de laboratoire de type EMLN. Et ensuite, après nettoyage, on a mesuré la teneur en alcaloïdes tropaniques toujours au laboratoire de Germ Service. Donc cette méthodologie nous a permis de dissocier l'effet du nettoyage sur les graines de Datura et l'effet du nettoyage sur les alcaloïdes de Datura. Ce qu'on observe tout d'abord sur la teneur en alcaloïdes mesurée sur nos 88 paires. Vous avez ici la mesure de nos 88 échantillons qui n'ont pas été nettoyés. En moyenne, on observe une teneur en alcaloïdes de 10 microgrammes par kilogramme. Donc, ce qui nous permet effectivement de quantifier ce phénomène de présence d'alcaloïdes en absence de graines. Ici, vous avez la teneur en alcaloïdes des 88 échantillons qui ont été nettoyés. La teneur moyenne en alcaloïdes de Datura de ces 88 échantillons est de 6 microgrammes par kilo. Et on a une différence significative entre les échantillons qui ne sont pas nettoyés et les échantillons qui sont nettoyés. Donc, on observe bien un effet du nettoyage sur les alcaloïdes résiduels qui est significatif, mais néanmoins qui n'est pas complet, puisqu'on a toujours les alcaloïdes résiduels, même après nettoyage, avec même le maximum observé à 99 microgrammes par kilo. Alors, ce nettoyage permet-il de remettre aux normes l'essentiel des échantillons qu'on avait constatés avec alcaloïdes par rapport avant, c'est pas avant-après nettoyage, mais c'est en comparant les paires. Donc, sur nos 88 échantillons qui n'ont pas subi de nettoyage, 16 présentaient une teneur en alcaloïdes supérieure au seuil réglementaire de 15 microgrammes par kilogramme, alors qu'on rappelle bien, ils ne contiennent pas de graines. Sur les 88 échantillons qui ont été nettoyés, on n'a plus que 5 échantillons qui ne sont plus conformes. Donc on peut estimer que le nettoyage permet de remettre aux normes une grande partie des échantillons qui n'étaient pas conformes, même si, on le répète bien, il ne permet pas d'éliminer en totalité les alcaloïdes résiduels qui étaient présents dans les échantillons. Alors à la question, est-ce que ces alcaloïdes résiduels sont apportés par les impuretés? Donc pour y répondre, on a commencé par établir les corrélations qu'on pouvait faire entre les teneurs en impuretés qu'on a pu observer sur nos 88 échantillons et les alcaloïdes qu'on peut mesurer, soit sur les 88 échantillons nettoyés, soit sur les 88 échantillons non nettoyés. Donc ici, vous avez un graphique qui représente une matrice de corrélation. Ceux qui ont assisté au précédent webinaire commencent à être familiers de ce type de graphique. Mais pour les autres, je reprécise que chaque petit rond représente la corrélation entre deux variables. Plus le rond est gros et foncé, plus la corrélation est forte. Quand vous avez une croix, c'est qu'on n'a pas de corrélation significative. Donc les corrélations qui vont nous intéresser ici, elles figurent à cet endroit-là, c'est-à-dire que vous avez les corrélations entre les différentes teneurs en impuretés qu'on a mesurées sur nos échantillons de maïs et les alcaloïdes, soit sans nettoyage, soit avec nettoyage. Et ce qu'on voit en premier rapport, c'est qu'on n'a pas de corrélation entre la teneur en alcaloïdes et la teneur en impuretés. Donc, ce qui ne va pas tout à fait dans le sens, effectivement, que ces alcaloïdes puissent être apportés par une des impuretés qu'on mesure avec la norme de détermination des impuretés du maïs. Pour aller un tout petit peu plus loin, on s'est intéressé non pas à la teneur en alcaloïdes des lots nettoyés ou non nettoyés, mais à la différence d'alcaloïdes entre chaque paire de lots qui proviennent d'un même échantillon. Donc, c'est ce qu'on appelle le delta. À l'inverse des teneurs en alcaloïdes avec ou sans nettoyage, on observe des corrélations faibles mais significatives entre le delta, qu'on peut considérer comme une sorte d'efficacité du nettoyage, et les teneurs en impuretés qui étaient présentes dans notre lot de maïs. Donc ça montre qu'en effet, ce qu'on a enlevé au nettoyage contenait une partie au moins des alcaloïdes résiduels. Donc, l'analyse de variance qu'on a pu réaliser sur cette efficacité du nettoyage montre bien en effet que l'efficacité, elle est d'abord liée à la teneur en alcaloïdes sans nettoyage, qui explique très majoritairement la variance, mais on a quand même un faible poids de l'explication qui provient de la teneur en impureté proprement dite. Autre point qui est intéressant de regarder,
c'est la relation qu'on peut avoir entre la présence de graines de datura, donc c'est ce qu'on appelle ici datura arvalis, c'est la présence de graines de datura dans l'échantillon, et la teneur en alcaloïdes. Et donc ce qui est surprenant, c'est qu'on n'a pas de corrélation entre la teneur en alcaloïdes des échantillons qui ont subi un nettoyage et la proportion de graines de datura qu'on avait avant nettoyage. Alors pour essayer de comprendre un petit peu plus cette raison de la présence en alcaloïdes résiduels, on a essayé de voir si dans les travaux publiés dans la littérature scientifique, on pouvait avoir une autre explication ou une explication complémentaire à la présence de ces alcaloïdes résiduels. Alors, il faut bien dire qu'il y a très peu de choses dans la littérature sur les graines de datura, enfin, sur le nettoyage des lots qui contiennent des graines de datura et sur son efficacité. On a trouvé très peu de références. Néanmoins, il y a un travail réalisé par Begman, une équipe allemande, sur le nettoyage du millet contaminé par des graines de datura, qui est intéressante et qui contient plusieurs types d'expériences, et notamment une expérience qui consistait à imiter les mouvements de grains lors des différentes manipulations qu'il peut y avoir sur le grain, soit de transport, soit de manutention au sein d'un silo de stockage. Et ce que cette équipe a constaté, c'est que au fur et à mesure qu'on bougeait le grain, qu'on le manipulait, la teneur des graines de millet en alcaloïdes augmentait, alors même qu'à chaque fois, on enlevait les graines de datura. C'est-à-dire qu'ils ont fait un petit peu comme nous, ils ont essayé de dissocier la teneur en graines de la teneur en alcaloïdes. Donc, ils ont bougé plusieurs fois les grains, ils ont enlevé les graines de datura et ils ont mesuré la teneur en alcaloïdes résiduels et ils ont constaté que celle-ci augmentait au fur et à mesure de la manipulation des grains. Donc, ce qui va dans le même sens de ce qu'on observe. Et pour compléter ça, ils ont essayé de mesurer l'attrition, c'est-à-dire la perte de masse des graines de datura qui pouvait être provoquée par ce mouvement de grain. Donc, en l'occurrence, ils ont utilisé pour ça un nettoyage du millet, tout simplement. Le nettoyage, on sait que ça brasse quand même les graines quand ça passe sur les grilles. Et donc, ce qu'ils ont constaté, c'est que la masse des graines de datura, elle diminuait au moment du nettoyage. Donc, on avait une perte de masse qui peut expliquer, en quelque sorte, la présence de ces alcaloïdes résiduels, c'est-à-dire que c'est les graines de datura qui, avec le frottement, s'usent, perdent de la masse, et ces poussières viennent contaminer les graines de millet ici, mais chez nous, ce serait les graines de maïs, et expliquer en partie ce phénomène des alcaloïdes résiduels. Alors, si j'essaye de conclure l'ensemble de ces travaux qu'on a pu mener sur le nettoyage des graines de maïs contaminées par des graines de datura, donc on a vu que le nettoyage avec un nettoyeur séparateur plan était très efficace pour éliminer les graines de datura, en particulier sur le maïs, où on arrive à éliminer plus de 99% des graines de datura initialement présentes dans le lot. Et évidemment, en éliminant les graines de datura, on élimine l'immense majorité des alcaloïdes qui pouvaient être présents dans le lot au départ. Le nettoyage, par contre, est moins efficace sur le sorgho et encore moins sur le sarrasin. La suppression des graines de datura ne permet pas d'éliminer toute trace d'alcaloïdes. Il existe, après nettoyage, des traces résiduelles d'alcaloïdes. Néanmoins, on l'a vu en dissociant l'effet de nettoyage entre les graines et les alcaloïdes, le nettoyage a aussi un effet sur la présence d'alcaloïdes résiduels. La différence avec et sans nettoyage sur ces alcaloïdes résiduels, elle est de l'ordre de 4 microgrammes par kilogramme, pour une teneur moyenne de départ de 10 microgrammes par kilogramme. Même si le nettoyage ne permet pas de remettre la totalité des échantillons nettoyés aux normes en raison de la présence d'alcaloïdes résiduels, il a quand même remis aux normes 70% des échantillons qui n'étaient pas conformes. L'efficacité du nettoyage est d'autant plus élevée que la teneur en alcaloïdes résiduels sans nettoyage et la teneur en impuretés sont élevées au départ. Et la manipulation des lots de maïs qui contiennent des graines de datura pourrait contribuer, je dis pourrait parce qu'on n'a pas la preuve intrinsèque, mais pourrait contribuer à enrichir le lot en alcaloïdes résiduels en raison de l'abrasion des graines de datura.
Alors, il y a un point qu'on ne peut pas aborder dans ces expérimentations, mais qu'on ne peut pas éliminer complètement, puisqu'on n'a pas la totalité de l'explication de la teneur en alcaloïdes résiduels dans notre travail. C'est le rôle de la sève dans cette contamination des graines lors de la récolte en alcaloïdes résiduels. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter après tous ces détails sur les techniques de nettoyage, la partie purement commerciale et notamment les accords phytosanitaires entre pays et les attentes particulières qu'ont nos importateurs, clients des céréales françaises. Alors, juste en 2 mots. Pour ceux qui ne connaissent pas le Synacomex, c'est donc le syndicat national du commerce extérieur des grains, graines oléagineuses, qui regroupe 5 sections de professionnels. La partie commerciale avec la section exportateur et la section importateur. Sans les citer tous, vous retrouvez des grands noms comme Soufflet Négoce, Baline Vivo, Granit, Le Cureur, Binge, Cargill, Dreyfus, donc tous les gros faiseurs de l'export et de l'import. Tous les silos portuaires sont au Synacomex, de Dunkerque jusqu'à Fos-sur-Mer sur la Méditerranée. Les surveillants et sociétés de fumigation qui interviennent au moment des chargements. Et enfin, les manutentionnaires transitaires qui ont un double rôle de stockage, principalement sur l'import, et d'élaboration des documents dont notamment nous allons parler. Donc, vous voyez que toute cette chaîne commerciale est présente au Synacomex. Je ne serai pas plus longue. Et nous rentrons donc dans le vif du sujet. Donc, de ce point de vue purement commercial, pour faire un contrat, il faut absolument respecter des règlements, réglementation sanitaire et réglementation phytosanitaire. Ça valide la transaction entre un acheteur et un vendeur. On va retrouver 2 niveaux de réglementation, 2 niveaux réglementaires. Le premier, le chapeau, si je peux m'exprimer ainsi, est la certification phytosanitaire des produits exportés. Cette certification-là est sous la responsabilité des États. Ce sont les ministères de chaque État qui mettent en place ces accords. Le but premier, c'est ce que je mets, j'espère que le texte n'est pas trop long, le but premier, c'est évidemment la non-dissémination d'organismes nuisibles, de maladies ou toute autre toxine qui pourrait entrer dans le pays importateur. C'est là, on parle de la protection des personnes et des végétaux, c'est pour cela que c'est sous la responsabilité des États. Donc, vous voyez, nos clients ont cette obligation qu'ils soient meuniers ou fabricants d'aliments du bétail. Nous avons les mêmes types de clients que les clients français. Ils ont le devoir de respecter ces règles qui leur sont données par leur pays. De notre côté, nous devons, nous vendeurs, d'une part, leur garantir une marchandise saine, loyale et marchande, tout comme dans tous les contrats commerciaux en France, et qui respectent en plus nos propres règlements français et bien souvent européens, là aussi sur tout un nombre de contaminants. Le mot important dans ces échanges, c'est le mot mutuel. C'est ce que j'écris un petit peu plus loin. C'est une reconnaissance mutuelle entre pays, un acheteur, un pays acheteur, un pays vendeur. Et heureusement, je dirais, pour que tout ça soit à peu près bien géré, nous avons un organisme qui est la Convention internationale pour la protection des plantes, qui met en place ces certificats phytosanitaires qui sont uniques, reconnaissable par tous, le format est identique, quel que soit le pays où vous êtes sur Terre. Et il y a environ 168 pays qui ont signé cette convention. Donc, ça facilite les échanges, ce qui est plutôt bien dans le commerce. En France, juste pour que vous sachiez et que vous puissiez mettre un nom, ce sont donc les DRAF, donc les directions régionales de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt, ou les SRPV, les services régionaux de la protection des végétaux, qui sont signataires de ces documents phytosanitaires et qui attestent donc que notre marchandise, notre bateau de blé par exemple, va être conforme aux exigences phytosanitaires du pays qui va le recevoir en fonction de l'accord qui a été conduit. Sachez que ces accords
ne se font pas par simple ou tacite reconduction. Quasiment tous les ans, les pays remettent à plat leurs exigences et parfois, des accords qui étaient en vigueur depuis plusieurs années peuvent s'arrêter. Alors, la politique joue beaucoup, malheureusement, dans le commerce international, mais parfois aussi, ce sont de vraies considérations sanitaires qui font que un pays ne souhaite plus faire du commerce avec la France. Donc ça, c'est le premier niveau de certification phytosanitaire. Il y a ensuite un deuxième niveau qui est la réglementation purement en place dans nos pays acheteurs, donc que j'ai appelé ici, pardon, les pays tiers. Cette réglementation-là, elle est encore plus compliquée, si je peux exprimer ainsi, parce qu'elle est complexe. Ce ne sont pas les mêmes normes. Elle est différente d'un pays à l'autre, d'un client à l'autre, et elle peut évoluer aussi de manière très, très rapide. Alors, soit là aussi évoluer pour une évolution de risques liés au sanitaire, soit aussi évoluer sur un point de vue politique ou une mise en place de protectionnisme pour limiter des importations, par exemple. Donc, voilà un petit peu les deux points qu'un vendeur et qu'un exportateur français doit satisfaire, en plus de respecter tout un cahier des charges. Et toute cette connaissance de ces exigences est évidemment obligatoire. On ne fait pas de commerce si on n'a pas validé ces deux premières cases. Et je vous mets juste ici un petit exemple qui est parlant. On a sur le Vietnam, qui pourtant faisait beaucoup d'importations avec nous il y a environ 10 à 15 ans. Maintenant, la clause qui a été mise dans leur phyto est l'absence de chardon des champs, le Cirsium arvense, et qui pour le moment bloque nos exportations parce que nous ne pouvons malheureusement pas garantir cette absence de par la présence de plus en plus importante dans nos champs de cet adventice. Alors, je ne vais pas être plus longue sur cette partie très réglementaire et explication. Je vous propose maintenant donc de rentrer dans les détails. Hop, pardon, je passe comme ça. Alors, en vous parlant de différents cahiers des charges. Alors, n'ayez pas peur, parfois c'est en anglais, je vais essayer d'être assez claire sur le sujet. Je vais prendre le petit pointeur, voilà, au cas où. Je prends l'exemple parlant et qui est l'un de nos clients le plus important pour cette campagne, la Chine, notamment sur les blés tendres. Pour vous donner une idée, au moment où on se parle, la France a déjà vendu plus de 2,4 millions de blés tendres à destination de la Chine et il est fort possible que nous continuions à vendre encore un peu plus d'ici le 30 juin. Donc vraiment, la destination chinoise est très importante. Et vous voyez ici, et ce n'est qu'une partie des attentes donc spécifiques à la Chine. Alors là, évidemment, c'est l'État chinois, hein, parce que certes, le marché est libéré en Chine, mais vous avez toujours l'État qui a la main, et ils obligent leurs importateurs à avoir ce type de cahier des charges sur les critères sanitaires et phytosanitaires. Je vous ai mis ici en avant deux points dont nous avons bien parlé avant, enfin notamment le point ergo, et vous voyez que les attentes et les demandes de la Chine sont à 0,01% maximum d'ergot. On est bien sur la sclérote, hein, on ne parle pas d'alcaloïdes. Donc vous voyez que c'est au-dessus des normes françaises et des normes européennes. Donc quand on parlait tout à l'heure dans le chat de la question, est-ce qu'on a un risque pour les clients? Eh bien oui, notamment sur la Chine, il faut des lots quasiment exempts d'ergot. C'est aussi le cas de résidus de mercure. Donc là, vous avez tous les métaux lourds, les résidus de pesticides avec les niveaux, et puis toute la partie mycotoxines ici, avec ici les normes qui sont les mêmes que ce qu'on retrouve en Europe. Mais vous voyez, ne serait-ce que sur l'ergot, on a un point de vigilance extrêmement fort. Et on a un deuxième point de vigilance encore plus fort pour nous, origine française, puisque maintenant, depuis 3 ans, l'État chinois nous demande exclusivement de surveiller des adventices, donc 2 adventices, l'Avena ludoviciana et le Bromus rigidus, ainsi qu'un virus, le virus de la mosaïque du blé.
pour chaque campagne. Donc, c'est un plan de surveillance qui est sous le giron du SINACOMEX et que je transmets ensuite à la DGAL pour ensuite transmission en Chine. On a tous les partenaires et tous mes adhérents qui font des analyses. On mutualise absolument tout. C'est vraiment toute la filière qui mutualise. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les Chinois analysent vraiment très fortement, on dit à la loupe, les importations, et ils ont remarqué que les lots français avaient de plus en plus ces adventices qu'ils ne souhaitent pas importer sur leur territoire. Et clairement, je peux vous dire qu'on a un souci assez important sur l'Avena ludoviciana qui est présente depuis 3 campagnes de plus en plus. Donc, l'ergot, Avena ludoviciana, donc vous voyez des normes sanitaires qui sont là très importantes. Un autre exemple, si vous le voulez bien, l'Algérie. Là aussi, sur un cahier des charges blé tendre, donc l'Algérie qui est historiquement notre plus gros client, alors qui depuis maintenant quelques années est en train de perdre sa place de numéro 1, remplacée par la Chine notamment. Je vais vous expliquer ici pourquoi. Vous voyez que nous retrouvons à nouveau l'ergot. Alors là, par contre, à 0,05, donc au-dessus de nos normes françaises et européennes. J'ai oublié de vous dire, pardon, excusez-moi, que les utilisations ici pour la Chine et pour l'Algérie sont une utilisation en alimentation humaine. Ce sont des meuniers qui vont utiliser le blé tendre. Donc là, le niveau est un petit peu plus au-dessus, mais pour autant, vous voyez que c'est un critère qui est systématiquement vérifié. Un point que vous n'avez peut-être pas trop l'habitude d'avoir dans vos essais ou dans vos analyses, c'est le grain carié. De la carie du grain, là c'est donc exempt total de carie. Ils ne veulent absolument pas avoir la présence de ce champignon sur le sol algérien. Donc là c'est une absence totale de grain carié. Alors, on est plutôt protégé encore en France, mais sachez que les blés brésiliens ou argentins ont de gros soucis pour pouvoir venir en Algérie parce qu'ils ont des problèmes de carie. Le point qui est aussi quelque chose que peut-être on connaît moins en France, c'est le niveau de grains punaisés. Vous voyez ici, le taux est passé à 1% maximum. Auparavant, le cahier des charges algérien était à 0,5 maxi de grains punaisés. Donc, attaque de punaise, c'est au champ, ce n'est pas au stockage. En France, nous n'avons pas ce type de problématique. Par contre, les pays de la mer Noire et notamment la Russie étaient très ennuyés par ce critère et le lobby politique, parce que les phytos, c'est aussi du lobby politique de la partie russe, a fait que l'État algérien a remonté ce critère pour pouvoir importer les céréales de la mer Noire, donc Russie et Ukraine. Pour la petite point un petit peu rigolo, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir ça, vous avez ici la notion d'insectes morts. On a 3 individus maximum par kilo autorisé pour l'Algérie. Si vous faites le ratio sur un bateau de 60 000 tonnes, ça commence à faire quelques kilos d'insectes morts. Donc voilà, des critères que vous n'avez peut-être pas trop l'habitude de voir. Et vous voyez, et là ce n'est qu'une partie du cahier des charges, on est au point 5, au point 6, énormément d'analyses demandées en plus du certificat phytosanitaire entre l'Algérie et la France. Je vais vite pour continuer sur un autre pays où la France est présente. Donc cette fois-ci l'Égypte, là aussi en blé tendre. Alors je suis désolée, c'est un peu fouillis, mais c'est justement pour vous montrer que là aussi, on a des attentes et des points systématiques à surveiller, d'impuretés diverses, non organiques ou organiques, de métaux lourds, de toutes les mycotoxines, ici toujours présentes, l'ergot aussi ici, donc le même niveau que sur l'Algérie, not exceed, donc pas plus de 0,05%, donc là aussi au-dessus de nos normes, des notions qui peuvent paraître assez floues de toxicité.
excusez-moi, je ne le vois plus sur mon... Voilà, toxic seed, des termes qui n'ont pas réellement d'équivalent, je dirais, scientifique. Donc là, un risque potentiel pour les exportateurs, parce que derrière ça, toxique, c'est pas très clair, hein, nuisible, harmful, qu'est-ce qui est nocif, pardon, qu'est-ce qui est toxique. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont demandées en surveillance, qui parfois ne relèvent pas vraiment d'analyse possible à faire derrière. Donc là aussi, des points de vigilance et des risques pris par les vendeurs et dans toute la chaîne derrière jusqu'à l'agriculteur français. Et je terminerai juste sur le blé dur, un petit exemple de cahier des charges, cette fois-ci sur la Tunisie. Donc là, c'est aussi un cahier des charges étatique, c'est l'Office d'État qui achète. Vous retrouvez une nouvelle fois l'ergot, qui est associé aux graines nuisibles, avec 0,05% pour chacune de ces deux catégories. Donc vous voyez que, à part la Chine qui est en deçà de notre seuil, les autres pays sont pour le moment encore au-dessus. C'est aussi le cas, j'ai vu tout à l'heure une question dans le chat, sur ici le DON blé dur, puisque le niveau est toujours le niveau à 1750 pardon, ppb, sachant qu'en Europe, on va passer à 1500 au 1er juillet. Donc, on verra si les Tunisiens s'alignent ou pas sur notre directive européenne sur ce critère, parce que vous avez vu effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de nos règlements européens. Quelque chose là que nous n'avions pas vu dans les attentes sanitaires, irradiation. Donc nous devons faire sur les lots qui partent en Tunisie des analyses de radioactivité avec les césium 134 et 137 qui ne doivent pas dépasser donc les 370 becquerels par kilo. Donc là, un point qui n'était pas demandé par les autres pays. Donc vous voyez que on a un panel extrêmement large de vérifications sanitaires, phytosanitaires à faire, liées parfois aux produits, mais bien souvent qui sont assez arbitraires et qui n'ont pas non plus d'importance avec le produit qui sera transformé in fine ici pour faire des pâtes. Vous voyez que les normes européennes sont assez souvent reprises et je dirais font un peu tache d'huile dans tout un tas d'autres pays, donc ça va beaucoup plus loin que l'Europe, donc d'où l'importance de suivre et de ne pas mettre non plus des normes qui seraient très compliquées. Donc voilà, avec des choses parfois plus restrictives. Et je voudrais juste finir pour vous montrer que vraiment la partie sanitaire est quelque chose qui peut aussi être lié à l'actualité. Ça va peut-être en faire rire certains. Le cas des punaises de lit. Donc, souvenez-vous de cet engouement médiatique que nous avons eu en fin d'année 2023, avec la présence de punaises de lit dans les transports, notamment les transports parisiens. Eh bien, sachez, et au moment où on se parle, c'est toujours en vigueur, sachez donc que le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie ont donc officiellement écrit, donc ces États ont écrit à l'État français pour dire tous les bateaux qui viennent de France, nous souhaitons qu'ils soient désinsectisés complètement parce que nous ne voulons pas que vous importiez vos punaises de lit sur notre territoire. Donc, l'engouement médiatique peut aussi, vous voyez, agir et malheureusement bien souvent dans le mauvais sens, parce que là, ce sont des coûts supplémentaires de traitement que nous devons faire sur chaque bateau qui parte. Alors, ce n'est pas sur les grains, c'est sur les parties habitables des navires, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des vraquiers de 30 000 ou 60 000 tonnes. Ce sont de très gros bâtiments et donc ça fait énormément de produits à pulvériser et donc un coût supplémentaire sur ça. Donc vraiment, le phyto peut se cacher parfois peut-être un peu loin de ce qu'on a l'habitude de voir et de nos critères surveillés au champ ou au stockage. Voilà, j'espère avoir été à peu près claire et vous avoir au moins montré un petit peu les attentes qui sont fort nombreuses sur ces points de surveillance en termes de phyto sanitaire. Voilà, merci.
balayer ensemble finalement les principaux messages qui se sont dégagés des interventions de cette matinée. Donc, on a vu que le nettoyeur séparateur avait bien un rôle pour faire baisser la teneur en certains contaminants dans les grains stockés. C'est le cas, par exemple, pour la teneur en mycotoxines du blé et du maïs. On l'a vu aussi pour la teneur en ergot, hein, qu'on peut espérer réduire de 40%. Mais dans le cas de ces deux contaminants, on a vu que si on veut optimiser l'efficacité du travail du grain, il faut employer des outils différents que sont les tables densimétriques ou les trieurs optiques, hein, qui pourront être effectivement plus efficaces. Ensuite, on a vu aussi que le nettoyeur séparateur était aussi bien efficace pour éliminer les graines de datura d'un lot de maïs, mais que parfois, même en ayant retiré toutes les graines, il peut subsister des traces d'alcaloïdes. Un point de vigilance, c'est que les issues de triage concentrent les contaminants, donc il faut faire attention à leurs débouchés et notamment à leur valorisation en alimentation animale, hein, qui peut être problématique. Et enfin, Christelle nous a bien exposé que pour les lots destinés à l'export, eh bien, il faut allier réglementation européenne plus réglementation des pays importateurs. Et du coup, cela peut parfois complexifier l'exportation et du coup, la connaissance et la prise en compte de ces exigences eh bien, est impérative.